Jean-Christophe Hetesiek, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'ordre souverain de Malte au Tchad, est reçu en audience ce jeudi par le président de la République. Il est porteur des messages de son chef de l'État. Les précisions dans un instant. Le projet de loi portant interdiction, vente et transit des matériels analogiques en République du Tchad soumis à l'appréciation des députés a été renvoyé pour étude en vue de prendre en compte toutes les dimensions sociales de la population. Et puis aujourd'hui, 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Bangor, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Est, a été choisi pour la célébration de cet événement. Vous aurez les échos dans ce journal. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais à l'instant, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu ce jeudi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'ordre de Malte au Tchad, avec résidence à Yaoundé, Jean-Christophe Hetesiek. Le diplomate maltais est porteur d'un message verbal de son président au chef de l'État, Idriss Déby Itno. Nassour dit reportage. Bien qu'il ait sa résidence à Yaoundé au Cameroun, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'ordre souverain de Malte au Tchad, Jean-Christophe Hetesiek, effectue régulièrement les déplacements de N'Djamena pour s'entretenir avec le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Après sa dernière visite qui remonte au 24 novembre 2012, le diplomate maltais est venu ce jeudi transmettre cette fois-ci au chef de l'État tchadien un message verbal de son homologue maltais, Georges Abela. Le Tchad et l'ordre souverain de Malte entretiennent d'excellentes relations dans bien de domaines, notamment dans le secteur de la santé. En vue de renforcer cette coopération, il a été convenu que le président maltais effectue une visite au Tchad au premier trimestre de l'année en cours. Visite qui devrait être marquée par la pose de la première pierre pour la construction d'un dispensaire ultra-moderne à Abéché. Cependant, cette visite n'a pas eu lieu. Le diplomate maltais s'en explique. Pour des raisons de santé, de difficultés de voyage aérien, ce voyage sera reporté au mois de janvier prochain. Donc je venais apporter les excuses du grand maître et ensuite renouveler sa volonté de venir au Tchad, donc vers fin janvier. Par ailleurs, je lui ai dit que l'ordre de Malte était prêt à apporter sa contribution, surtout sur le problème de la formation et de l'esprit des équipes de santé. Présent au Tchad depuis une vingtaine d'années et État souverain depuis plus de 9 siècles, l'ordre souverain de Malte entend être beaucoup plus visible au Tchad, a insisté Jean-Christophe Hetesiek peu avant de quitter le palais présidentiel. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari, était ce matin face aux députés réunis en séance plénière pour l'adoption du projet de loi portant interdiction, vente et transit des matériels analogiques en République du Tchad. Le projet soumis à l'appréciation des députés a été renvoyé pour étude en vue de prendre en compte toutes les dimensions sociales de la population. Noubadoumba Italomadi. Après la lecture de la loi par le rapporteur de la commission communication, nouvelles technologies de l'information, communication, droits fondamentaux du Parlement et l'échange entre le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, Hassan Sila Bakari, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Moussa Kadam, président du groupe parlementaire MPS, la proposition de la portant interdiction d'importation, de vente et de transit des matériels analogiques en territoire tchadien proposé par le député. Le Nancy présenté à la plénière pour l'adoption vient d'être renvoyé pour études et amendements. Nous allons renvoyer donc le rapport à la commission. Sur ce, donc je déclare la clôture de cette discussion générale et puis je lève la séance. Le chef du département de la communication, Hassan Sila Bakari, se réjouit de l'esprit de compréhension dont les élus du peuple ont fait montre pour le report de l'adoption du projet de la loi. L'impression que nous avons, c'est d'abord une impression de compréhension entre la représentation nationale et nous-mêmes. Il ne servait à rien d'adopter une loi qui n'était pas bien structurée, une loi qui n'avait pas pris en compte toutes les préoccupations nationales et les dimensions nationales. Et là, je voudrais vraiment remercier mesdames et messieurs les députés pour leur sens de collaboration et qui ont compris
que les ministères de l'information, des postes et des nouvelles technologies de l'information ainsi que le ministère de la communication sont à pied d'œuvre pour proposer, amender la loi qui est proposée par le député Natobé Le Senghar, et que d'ici 2 mois, nous allons revenir ici pour adopter une loi qui prend en compte toutes les dimensions. Une loi qui vise à protéger la population contre les importateurs des appareils analogiques susceptibles de cesser de fonctionner d'ici 3 ans nécessite des mesures d'accompagnement. Il faut aussi retenir de ce débat qu'aujourd'hui, la problématique du tout numérique est au cœur des préoccupations de chaque ménage et que, mesdames et messieurs les députés, nous attendent au tournant. Et donc, il est temps pour nous d'aller très vite pour faire en sorte que le foyer tchadien, pour faire en sorte que les populations tchadiennes soient sensibilisées, informées, et nous avons pris bonne note de leurs recommandations. Le gouvernement et la représentation nationale sont tous unanimes pour le passage au tout numérique d'ici 2015. Dans cette optique, il est nécessaire de sensibiliser et préparer la population à cette nouvelle donne dès maintenant. Et puis je vous donne la teneur de ce communiqué de presse avant de poursuivre ce journal. Le Haut Conseil de la communication fait part à l'intention de l'opinion nationale et internationale de son indignation suite aux dernières parutions des journaux Abagardé, Le Potentiel et l'Union, dont les contenus, loin d'apporter des informations utiles à l'édification du public, relaient des préoccupations de groupes d'individus en vue de nuire à d'autres. Cette pratique unanimement condamnée lors du forum débat sur la responsabilité des journalistes ne répond ni aux exigences de l'intérêt public, encore moins aux fondamentaux de la profession. Elle renvoie à ce journalisme de bas étage dont les effets négatifs réjaillissent sur toute la sphère médiatique. Aussi, le Haut Conseil de la communication, se référant aux recommandations du forum débat, entend-il est désormais usé de toutes les prérogatives qui lui sont reconnues par les textes en vigueur face à ces dérapages. Le communiqué porte la signature du rapporteur général Nguerebay Adoum Saleh. N'Djamena, la capitale tchadienne, abrite depuis ce matin la 4e conférence annuelle de la force mixte Tchad-Soudan. La cérémonie d'ouverture a lieu en présence du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale et des anciens combattants, le général Benaïdo Tatola, et son collègue soudanais de la défense nationale. Une occasion pour les deux parties de faire le bilan des actions menées dans le cadre de la sécurisation des frontières communes depuis 4 ans. Reportage Krangacham Irima. La 4e conférence annuelle évaluative marque le tournant de la force militaire. À cette 4e conférence, le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense nationale et des anciens combattants, Benaïdo Tatola, et le ministre soudanais de défense, Mohamed Abderrahim Hussein, ont honoré de leur présence. Créée en janvier 2010, la force mixte Tchad-Soudan a pour but de veiller à la sécurité des biens et des personnes entre les deux pays. Dans sa 4e année d'exercice, la force mixte a réalisé plusieurs projets au bonheur de la population. Il s'agit de la construction des écoles, la réalisation des forages d'eau et l'ouverture d'une radio communautaire dans le cadre de la sensibilisation de la population sur la question de la paix et le développement. Cette 4e conférence offre l'opportunité aux conférenciers d'échanger sur les défis qui s'imposent à la force mixte Tchad-Soudan, notamment le terrorisme, le phénomène de coupeurs de route, des trafiquants de stupéfiants et la vente illégale des armes. Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, la force mixte Tchad est déterminée à accomplir sa mission. En effet, le bilan de cette force est satisfaisant à travers les différentes missions réalisées. Le résultat positif constaté est à mettre à l'actif de l'œuvre conjointe de nos chefs d'État, leurs excellences, M. Hassan Omar el-Béchir et Idriss Déby Itno, qui n'ont ménagé aucun effort pour que la paix et la concorde règnent entre les deux pays. Grâce à leur appui et leur détermination, disais-je, la paix est retrouvée tout le long de notre frontière commune. Cette paix retrouvée est l'œuvre de la force mixte Tchad-Soudan qui a été à la hauteur de sa tâche pour accomplir avec abnégation les missions qui lui sont dévolues. Au terme de cette 4e conférence, le ministre soudanais de Défense, Abderrahim Mohamed Hussein, l'attaché de défense Mahmoud Babikir Mohamed Ahmad et le commandant de force mixte Abderrahim Afiguet ont reçu des distinctions honorifiques par la partie tchadienne. Il en fut de même pour leurs homologues soudanais. Les deux ministres de Défense ont apposé leur signature au bas du document
porte un transfert de commandement de la force mixte Tchad-Soudan. Sachez aussi que vous pourrez suivre la lecture de quelques décrets juste à la fin de cette édition. Le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le thème choisi cette année est investir dans le futur et vaincre le paludisme. Bongor, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Est, a été choisi pour la célébration de cet événement. Estelle Abdelkader est notre envoyé spécial, son reportage. Ils étaient nombreux, hommes, femmes, enfants, à honorer de leur présence à la cérémonie commémorative de cette 13e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée ici à la mairie de Bongor. Hormis l'aspect festif, les professionnels de la santé publique et leurs partenaires ont sensibilisé le public à travers des sketchs et des danses folkloriques. Sur les affiches, on peut lire des messages tels que « Tous unis contre le paludisme » ou encore « N'oubliez pas de dormir sous vos moustiquaires imprégnés ». L'opportunité pour le président du comité d'organisation de la journée, Dr Hissène Mahamat, de remercier les autorités et les partenaires pour la tenue de celle-ci. Pour le gouverneur Abdoulaye Chafadine, la région du Mayo-Kébi-Est est une zone de prédilection de moustiques et la population demeure vulnérable. Il sollicite par ailleurs l'appui des autorités pour pallier aux problèmes liés aux conditions de travail dans son district sanitaire. Pour le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Ndjemadi Ouedjel Noël, le thème retenu pour cette édition est évocateur. Il reflète une action accélérée. Il est impératif d'accroître les financements internes et externes pour faire en sorte que des quantités suffisantes de produits, notamment les moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée, les insecticides, les tests rapides, les microscopes, les réactifs et les antipaludéens soient accessibles et utilisés rationnellement. Selon la secrétaire d'État à la santé publique, 2 nouvelles stratégies nationales de lutte contre le paludisme seront bientôt mises en place par le gouvernement. La première est la campagne des masses de distribution des moustiquaires imprégnés aux populations qui n'en ont pas encore bénéficié. Et la deuxième est la chimio-prophylaxie du paludisme saisonnier. Cette dernière consiste à administrer un traitement complet aux enfants de 6 à 59 mois au moment de l'année où le risque de la maladie est le plus élevé, dans le but d'en réduire la morbidité et la mortalité dans cette tranche d'âge à haut risque. En faveur de cette cérémonie, des moustiquaires imprégnés ont été remis aux populations de la ville de Bongor. Chapitre santé toujours, le comité sectoriel du ministère de la Défense organise une session à l'intention du personnel de santé de l'armée. Elle vise à renforcer les capacités dans la prise en charge des infections sexuellement transmissibles et les infections opportunistes. Compte rendu Kandata Ouhamia. Tout comme dans les autres secteurs de la vie, la pandémie du VIH-Sida continue de sévir en milieu militaire. Un nombre important des agents des forces armées et de sécurité vit avec le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles et les infections opportunistes. Il est donc indispensable que les personnels des services de santé des forces armées et de sécurité soient outillés afin d'une meilleure prise en charge des malades. Par l'entremise du comité sectoriel mis en place par le ministère de la Défense nationale pour contribuer à la réponse nationale au VIH-Sida, le personnel du service de santé des armées suit une formation sur le mécanisme de prise en charge des infections sexuellement transmissibles et des infections opportunistes. En votre qualité de prescripteur, vous convenez avec moi que les infections opportunistes constituent les premières causes de consultation des personnes vivant avec le VIH, PVIH. En effet, l'enjeu actuel est le nombre croissant de malades que vous devrez prendre en charge. Pour le CEMGA deuxième adjoint, cette formation est la première d'une série de formations que le comité sectoriel envisage mener au courant de l'année. Des séries de formations qui permettront au personnel des services sanitaires militaires d'améliorer leur prescription et la prise en charge globale des malades infectés par le VIH-Sida, les infections opportunistes et infections sexuellement transmissibles. Tout autre chose à présent, les travaux de la 8e Université des notaires d'Afrique francophone ont commencé hier à N'Djamena. Le thème de cette édition, la responsabilité du notaire face aux défis du foncier. C'est le ministre garde des Sceaux qui a présidé les travaux. Remadi Orion Odette.
C'est pour la 8e année consécutive que les notaires d'Afrique francophone se retrouvent. Baptisé 8e université, ce cadre est initié pour affermir et enrichir la pratique professionnelle des notaires. Le notaire a toujours été un acteur majeur dans la sécurisation des activités et des biens, indispensable au développement économique et social des États. Notre continent, en pleine mutation, ne pourra atteindre l'émergence tant souhaitée sans la contribution rassurante des notaires d'Afrique. Cet objectif constitue l'un des défis majeurs qu'entendent relever les notaires d'Afrique regroupés au sein de la Commission des affaires africaines de l'Union internationale du notariat. Conscients de notre rôle et des enjeux du développement, nous devons œuvrer en permanence à l'amélioration de nos pratiques professionnelles et au renforcement des valeurs éthiques essentielles afin de sécuriser davantage et toujours les intérêts qui nous sont confiés. Pour le président de l'Ordre des notaires du Tchad, Maître Théophile Bongoro, les thèmes retenus pour cette 8e université rivalisent d'intérêt. Ils touchent non seulement les activités de notaires, mais aussi toutes les professions judiciaires, tant étatiques que libérales. Les sujets retenus pour ces assises de N'Djamena cadrent avec les préoccupations du gouvernement. Les priorités et les préoccupations du gouvernement du Tchad cadrent et coïncident tout à fait avec les thématiques que vous avez retenues et que sont les rôles du notaire dans la négociation et la rédaction des accords de partenariat public-privé en matière de lotissement et de construction de logements sociaux, l'impact de l'intervention du notaire dans la constitution des garanties bancaires et leur suite au regard du droit au WADA, et enfin la responsabilité professionnelle du notaire. Cette 8e session de l'Université du notariat d'Afrique francophone regroupe 12 pays membres. Un forum sur le foncier est prévu à l'issue des travaux. Le ministre du Commerce, Hamid Mohamed Dahalob, a rencontré hier à la Chambre de commerce les opérateurs économiques. La cherté de vie et l'exercice du commerce au Tchad étaient au centre des discussions. Mohamed Moussa Abamichib. Après avoir rencontré la Chambre de commerce, le ministre en charge du commerce a tenu une réunion avec les hommes d'affaires tchadiens. L'échange a porté sur la cherté des vies qui perdure face aux opérateurs économiques. Le ministre Hamid Mohamed Dahalob a apporté une certaine précision par rapport à l'exercice du commerce. Il a mis l'accent sur les prix, qualité, quantité des produits et l'hygiène qui n'obéissent pas aux normes. Selon le ministre des tutelles, le respect des mesures prises par les autorités en matière de régulation du commerce s'avère primordial. On ne peut pas faire du commerce, nous convenons, à perte. Mais il y a le juste prix qui permet aux commerçants d'avoir sa marge bénéficiaire, mais qui permet aussi aux consommateurs d'acquérir sur le marché des produits à des prix raisonnables. Le chef du département de commerce n'a pas perdu de vue les phénomènes des produits prohibés, vendus et la spéculation. Il y a aussi des ventes sur le marché de produits prohibés. Plus grave, il y a des médicaments qui sont prohibés, qui sont périmés et qu'on retrouve au niveau des marchés. Ceci n'est pas conforme donc aux règles de commerce qui doivent être des règles qui vont dans l'intérêt général de la population. Les opérateurs économiques ont promis une fois de plus de respecter les mesures du ministère du Commerce. Cette bonne volonté des commerçants a réconforté le ministre Dahalob qui demande à tout un chacun de regarder dans la même direction afin de rendre la vie facile aux consommateurs. La société Griffith Energy International tient sa revue annuelle. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Énergie et du Pétrole. Au point avec Kandata Wamia. Après un an d'exécution de son contrat d'exploration pétrolière, la société Griffith Energy International présente les résultats de ses activités de l'année 2012. Cette société a conclu avec le Tchad en 2011 3 contrats de partage de production à travers ses filiales Griffith Energy Limited, Griffith Energy et PetroChad Mangara Limited.
La société a élaboré un programme de développement des champs pétroliers et a commencé ses activités dans le Moyen Chari et le Logone occidental. La revue annuelle des activités réalisées au cours de l'année 2012 a porté sur l'examen des résultats des opérations pétrolières, les activités géophysiques et géologiques, ainsi que l'estimation des réserves en hydrocarbures récupérables. Selon le secrétaire général du ministère de l'Énergie et du Pétrole, à travers sa filiale Petrochad Mangara, la société Griffiths International s'apprête à produire des hydrocarbures à travers les champs pétroliers de Mangara et de Badila avant la fin du mois de juin 2013. Dans cette optique, une opération hautement technique de raccordement du pipeline de Griffiths sur le système tchadien d'exportation des hydrocarbures par pipeline Comé-Kribi a été réalisée la semaine dernière avec succès, sans pour autant impacter l'exportation des hydrocarbures du consortium Esso, Petronas et Chevron. C'est une étape décisive qui vient d'être franchie en vue de la mise en production de ces champs pétroliers. Les cadres du ministère de l'Énergie et du Pétrole ainsi que de la Société des hydrocarbures du Tchad ont fait des analyses et critiques et ont apporté leurs observations sur le programme des activités de Griffiths International. Ceci pour permettre à la société de mieux cerner la complexité de la géologie pétrolière du Tchad ainsi que la problématique de l'exploitation des hydrocarbures. Et puis les travaux de la première revue trimestrielle 2013 de la BAD se sont achevés hier à N'Djamena après une évaluation des projets financés par cette institution bancaire. Au Tchad, des propositions ont été faites pour optimiser la mise en œuvre de ces projets de manière à atteindre les objectifs visés. Anastasie Bissi. 2 jours d'échange ont permis aux participants à cette première revue trimestrielle 2013 de la Banque africaine de développement BAD de passer en revue les différents projets réalisés par cette institution dans le pays, mais aussi de faire des propositions en vue de remédier aux difficultés qui entravent le bon fonctionnement des projets. Il ressort de cette rencontre que la BAD doit assurer les diverses formations des responsables des suivis et évaluations prévues afin d'atteindre pleinement les objectifs fixés. Aussi, que le gouvernement doit respecter le délai de traitement des dossiers de la BAD. Je voudrais également, mesdames et messieurs, profiter une fois de plus de cette opportunité qui m'est offerte de rappeler à chacun le devoir de s'assumer avec la clairvoyance nécessaire, la rigueur et la probité requises, car il s'agit de poser les bases solides d'un processus de développement et d'un choix de société pour un Tchad émergent selon les orientations et la vision du chef de l'État. Le représentant résident de la BAD, Michel Sir Dienan, reconnaît les efforts des responsables des projets dans la mise en œuvre des activités. Pour lui, une nette amélioration est constatée dans la réalisation des projets. Il souligne par ailleurs que son institution usera les moyens nécessaires pour que les projets en cours de réalisation puissent s'exécuter normalement. Parlons à présent politique. Restructuration des organes de base du mouvement patriotique du salut, un tour dans le Bata pour vous faire revivre les temps forts. La vaste tournée de restructuration entreprise donc par le docteur Béo Malo Adrien, secrétaire général du mouvement patriotique du salut. Le compte rendu de cette émission de restructuration avec Innocent Clayo. Après avoir restructuré les organes de base du MPES dans les régions du nord, de l'ouest et du centre du pays, c'est par Ati, chef-lieu du Bata, que le secrétaire général du MPES et sa délégation ont bouclé la deuxième partie de cette vaste mission. À Ati, qui constitue la 21e de la tournée de restructuration des organes de base du mouvement patriotique du salut, c'est une marée humaine et un déferlement des militants qui sont venus accueillir l'équipe de Dr Béo Malo Adrien. Face à cette liesse populaire, le secrétaire général du MPES se dit réconforté par le travail abattu par les membres de la mission des précurseurs de cette région. À propos du consensus qui permet de désigner le secrétaire général du conseil régional, le secrétaire général du MPES trouve que c'est la meilleure solution pour éviter des mécontentements et des désagréments des militants d'une même région.
Le conseil régional de Bata, qui vient d'être installé, a également reçu des orientations fermes du secrétaire général du MPS. Le conseil installé aujourd'hui ne doit en aucune manière chômer. Vous aurez dès maintenant à vous lancer à la restructuration des conseils des départements et sous-préfectures. Après cet exercice, commencera la phase préparatoire au recensement biométrique en vue des élections au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Après les élections communales de 2012, les régions et les départements à leur tour attendent d'avoir leurs élus locaux. C'est à la sortie de ces consultations que seront jugés votre degré d'efficacité et votre engagement militant. Pour Abakar Abba Adid Abakar, désigné par ses camarades au poste du secrétaire général du conseil régional, la tâche est immense. Sachant que le Bata était le bastion du MPS, mais pendant ces dernières années, nous avons constaté des faiblesses dans notre dispositif. Au nom de tous les militants du MPS du Bata et au nom des membres du bureau régional nouvellement élu, je voudrais vous rassurer que nous ne ménagerons ni notre temps, ni nos efforts pour relever les défis. Pour le quota de 30% de la représentation des femmes, c'est le conseil régional du Bata qui a un pourcentage le plus faible. Le conseil régional du MPS du Bata ne compte que 3 femmes, alors que dans les autres régions, le nombre des femmes est souvent à 5. Et puis, du 20 au 21 avril dernier, une délégation du MPS, conduite par Jean-Bernard Padaré, a eu des échanges avec les militants de base de la sous-préfecture de Lamé et Torok. Les échanges ont porté sur les questions sécuritaires, le recensement biométrique pour les prochaines élections ou encore la mobilisation pour le soutien au MPS. Grangacham Irima. Située à 45 km de Pala, la sous-préfecture de Lamé était en effervescence ce week-end dernier. Les fils et les filles ont aménagé leur temps pour accueillir la délégation conduite par Jean-Bernard Padaré. Dans cette circonscription électorale, la population est confrontée à l'insécurité causée par des hors-la-loi qui commettent des forfaits à Gagal et transitent par la sous-préfecture de Lamé frontière Cameroun. Elle sollicite également la construction des écoles, lycées, hôpitaux et des forages d'eau. Toutes ces doléances auront des solutions grâce au programme d'investissement du fondateur du MPS, devrait signifier la députée aux militants de la sous-préfecture de Lamé. Quand son intégralité des investissements profite aux femmes, les hommes travaillent pour les femmes et les enfants. Si on fait l'eau, l'État fait l'eau, c'est pour la femme et pour ses enfants. Le chef de file du MPS invite les militants et militantes à s'engager en faveur des idéaux du MPS qui visent le développement du monde rural. Si vous voulez que notre pays, que notre région bénéficie des richesses immenses qu'il y a dans son sous-sol, eh bien, nous devons nous retrouvons cet outil de développement qui est le MPS pour que, effectivement, qu'on se fasse recenser au maximum, que nos militants s'inscrivent sur la liste, que nos militants se fassent recenser au moment opportun parce que ça sera ce qu'on appelle le recensement biométrique. Après la sous-préfecture de Lamé, la délégation du bureau politique national s'est rendue dans la localité de Torok au dernier jour de sa mission dans la région du Mayo-Dala. Le folklore était au rendez-vous des festivités. La délégation du MPS conduite par Jean-Bernard Padaré a visité les infrastructures socio-éducatives de Torok. Un constat très amer. Les bâtiments scolaires sont vétustes. Construits dans les années 70, le lycée ne bénéficie plus d'attention des autorités locales. Tout comme à Lamé, la population fait également face au manque d'eau potable. Très peu de personnes qualifiées à la maternité de Torok. Pour les fils et les filles de Torok, le camarade Jean-Bernard Padaré est la personne idéale pour transmettre le message aux plus hautes autorités. Toutes vos doléances seront prises en compte. Prises en compte, mais je dis, ce qui est essentiel en ce moment, à mes yeux, à nos yeux, c'est qu'on s'approprie notre mouvement. Est-ce que cette sortie massive est juste épisodique ou bien
est-ce qu'elle est vraiment vécue? Ce que je souhaiterais, et j'insiste là-dessus, c'est qu'il faut que ce mouvement, avec l'emblème que vous avez devant vous, soit votre propriété. Ce n'est pas une demande qui doit venir de là-haut pour venir vous dire faites ceci, faites cela, rassemblez-vous, partez campagne, sensibilisez. Ce n'est pas Keda qui va venir de N'Djamena pour vous dire rassemblez-vous, partez campagne. Ce n'est ni moi qui devrais venir de là-haut pour dire rassemblez-vous, partez campagne. Non, vous devez prendre individuellement, collectivement des initiatives. À l'issue des échanges avec les militants du Torok, une somme de 5 millions de francs CFA a été remise au village pour les activités socio-éducatives et 800 sacs de ciment au bonheur de la population de Torok. Et ce communiqué qui nous émane du mouvement patriotique du salut, le comité directeur de l'organisation à la participation de la jeunesse du OPG-MPS, tient à présenter ses vifs remerciements au camarade Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et au camarade Joseph Dimrangar Dadnadi, premier ministre chef du gouvernement, pour la confiance renouvelée à la jeunesse patriotique. Maintenant, au sein de l'équipe gouvernementale, le camarade Hassan Nessila Bakari, président national de l'OPJ-MPS. La jeunesse du mouvement patriotique du salut renouvelle son attachement aux idéaux fondateurs du parti et à la politique de son président fondateur, à la signature Abdel Nasser Mohamed Ali Garboua, secrétaire à la communication, porte-parole. L'association des femmes Kim pour la paix et le développement vient de bénéficier des largesses du chef de l'État. Cette organisation a reçu une somme de 20 millions pour la réhabilitation d'un centre biblique dans un état de délabrement. La cérémonie a lieu en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Doba Robert, pour le compte-rendu. C'est une grande surprise pour l'organisation des femmes Kim pour la paix et le développement. Elles viennent de recevoir une somme de 20 millions de nos francs du chef de l'État pour la réhabilitation d'un camp missionnaire construit depuis 1947. Un camp qui se trouve dans un état délabré. Somme remise aux bénéficiaires par le directeur de cabinet civil du président de la République, Kalze Bepaï Medebe. Selon la présidente de l'association des femmes Kim pour la paix et le développement, ces gestes témoignent de la volonté affichée du chef de l'État à œuvrer pour la paix et l'unité du pays. Monsieur le représentant du président de la République, nous vous prions de transmettre fidèlement nos propos au chef de l'État et qui a su unifier tous les enfants de ce pays. À ces instants solennels, nous glorifions et rendons gloire à Dieu. Porteur du message du chef de l'État, le directeur de cabinet civil du président de la République invite l'association des femmes Kim pour la paix et le développement à la culture de la paix et de l'amour du prochain. Évitez les querelles intestines entre vous. Mettez hors de vos rangs les démons de la division. Soyez humbles et dans tout ce que vous faites dans votre vie, craignez Dieu, car c'est le commencement de la sagesse, comme le déclare le livre saint. Partout, prêchez la paix, l'unité et l'amour du prochain. Dans une motion de reconnaissance, l'association des femmes Kim pour la paix et le développement s'est dit déterminée à soutenir la politique du chef de l'État, laquelle politique est axée sur le développement du monde rural. À Béché-Louadaï, plus de 200 jeunes viennent de bénéficier d'une formation en entrepreneuriat organisée avec le concours du Fonds d'appui à la jeunesse FONAGE. Et cette session a permis aux jeunes d'acquérir les connaissances en vue de formuler eux-mêmes leurs demandes pour l'octroi des microcrédits. Marale Joséphine. Les jeunes entrepreneurs tchadiens reçoivent leur parchemin. Ces attestations dont ils bénéficient sont les fruits de quelques jours de formation en entrepreneuriat. Cette formation s'était focalisée sur les conditions pratiques d'octroi des microcrédits, les échéances de remboursement de ces crédits et la pertinence des projets à exécuter. Les jeunes, conscients de leur devenir, s'engagent à mettre en pratique les connaissances acquises afin de gagner la confiance des plus hautes autorités du pays. Les participants sollicitent par ailleurs l'appui du gouvernement dans divers domaines, notamment la création des agences régionales du FONAGE et leur dotation des ressources nécessaires en vue de leur autonomisation. Le ministre de la Jeunesse et des Sports invite les jeunes à plus de persévérance. Je réitère mon profond souhait de voir devenir des grands entrepreneurs demain grâce au financement FONAGE ou tout autre apport, car c'est sur vous que le chef de l'État et nos fonds de cela pour le décollage de notre beau
cher pays. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mahamat Adoum, a apprécié les interventions des experts nationaux qui, selon lui, ont pris en compte les exigences du FONAGE et les besoins réels de la jeunesse. Et comme promis, voici à présent la lecture de quelques décrets. Décret numéro 290 portant nomination d'un conseiller à la sécurité nationale. Monsieur Mohamed Ismaël Cheibou est nommé conseiller à la sécurité nationale. N'Djamena, le 25 avril 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 291 portant désignation des membres du Conseil économique, social et culturel. Les personnalités dont les noms suivent sont désignés membres du Conseil économique, social et culturel au titre des organisations et groupes suivants. Activités artistiques et culturelles. Abdel Rahman Bambousso Adi, Adoum Amat Abdel Jabbar Dambadjouya, Abdallah Zik Saleh. Personnalité ressources, Maître Béchir Madé. N'Djamena, le 25 avril 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 292 portant nomination à des postes de responsabilité à la nouvelle société textile du Tchad. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après à la nouvelle société textile du Tchad. Directeur général Ibrahim Maloum Aïssaram, directeur général adjoint Garmadjal Gami, poste vacant. N'Djamena, le 25 avril 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 293 portant création du canton Lila, sous-préfecture de Kouara, département de Wadi Awar, région de l'Enedi-Est. Il est créé dans la sous-préfecture de Kouara, département de Wadi Awar, région de l'Enedi-Est, un canton dénommé canton Lila, chef-lieu Oïchina. Le ressort territorial de ce canton sera ultérieurement déterminé par arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. N'Djamena, le 25 avril 2013, Idriss Déby Itno. Et puis décret numéro 294 portant nomination à la direction générale des grands travaux et projets présidentiels. Madame Ashta Mahamat Maloum Kadri est nommée directrice générale adjointe à la direction générale des grands travaux et projets présidentiels. N'Djamena, le 25 avril 2013, Idriss Déby Itno. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Tchad. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.